Je reçois maintenant le docteur Karim El-Ayoubi, qui est notre candidat dans la circonscription d'Argenteuil. Bonjour Karim. Bonjour Eric. Donc Karim, toi tu as présidé la commission là, qui s'est occupée du dossier de la santé pour la commission politique pour préparer la plateforme. On a eu 800 membres qui se sont réunis en congrès, qui ont adopté des propositions. On a même tenu un colloque au printemps dernier. On a une plateforme qui est très costaude, là, qui est très, très détaillée en matière de santé parce que c'est un enjeu central. Mais pour essayer de résumer ça là, pour monsieur, madame, tout le monde, il y a 5 essentiellement propositions qui sont faites par le Parti conservateur du Québec en matière de santé pour améliorer, pour rendre le système plus efficace. Absolument. Bon, en effet, comme tu dis, c'est une plateforme qui est très costaude. On a beaucoup de matériel dans cette plateforme-là parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'un système de santé, tout s'imbrique ensemble. C'est pas seulement un point qui peut changer les choses. Il faut vraiment qu'il y ait une architecture de base. Maintenant, lorsqu'on parle, par exemple, on se rend compte qu'il y a un manque d'effectifs. Nous, qu'est-ce qu'on a fait au Parti conservateur du Québec? On a regardé, on a fait des modèles comparatifs à la grandeur de la planète. On a regardé beaucoup de modèles européens, entre autres les pays scandinaves, et même des modèles d'Asie développés qui ont des facteurs de performance beaucoup plus élevés que les nôtres. Il y a un premier point qu'on s'est rendu compte, on manque d'effectifs. Si on parle des effectifs médicaux, lorsqu'on se compare aux autres pays qui sont plus performants que les nôtres, juste en termes de médecins, nous, on a environ 2,5 médecins par 1000 habitants. Le ratio dans les pays de l'OCDE, c'est autour de 3,5. Même en Suède, qui ont un système plus performant que nous de façon significative, ils ont environ 6,7 médecins par 1000 habitants. On a très peu de médecins par 1000 habitants. Oui, et ça, même plusieurs moratoires qui ont été faits au Québec se rendent compte de ça. On dit qu'il manquerait à peu près 1000 médecins de famille. Mais juste augmenter les médecins de famille, c'est pas suffisant parce que si la première ligne peut être engorgée par une deuxième ligne qui est trop faible, si un patient n'a pas sa chirurgie du genou, même s'il va voir son médecin de famille 15 fois dans l'année, il va avoir des infiltrations de cortisone, mais c'est pas ça qui va améliorer, c'est pas ça qui va traiter le problème à la cause. Donc nous, ce qu'on propose, c'est rapidement, on veut faire en sorte qu'il y ait 2000 médecins de plus au Québec et on débuterait ça à partir dès le début d'un premier mandat. Pour ce faire, on veut augmenter de façon significative les admissions en médecine naturellement en fonction des capacités des universités, mais si on pouvait augmenter autour de 300 les admissions par année pour quelques années afin d'atteindre ce ratio-là, ça serait intéressant. Mais le problème ici, c'est qu'on se rend compte que ça prendrait 7 à 11 ans, tout dépendamment du niveau de spécialité du médecin, avant que ça ait un effet réel sur le système. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut aller chercher des médecins qui ont des diplômes étrangers comparables aux nôtres. On veut accélérer le processus. Si on fait juste un comparatif, au Québec, on a à peu près 8 à 9 % des médecins qui sont formés hors province Québec. Si on compare avec la Saskatchewan, ils en ont 49 %, donc près d'un sur deux. Et l'avantage, c'est que ces médecins-là, ça nous coûte moins cher parce qu'ils sont déjà formés ailleurs. Il faut accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers. On veut également augmenter de façon très significative le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées qui sont en mesure de faire beaucoup de tâches que les médecins font. Et ça peut désengorger la première ligne, mais également la santé mentale, parce que certaines infirmières praticiennes spécialisées sont formées en santé mentale. Nous, on veut, à travers un premier mandat, et en allant en recruter à l'extérieur et en augmentant de façon significative les admissions dans les universités au 2e cycle, faire en sorte qu'on atteigne en 4 ans le même ratio que celui de l'Ontario. Ça nous en prendra entre 1000 et 1100 de plus que ce qu'on a actuellement. Ça, on s'engage à faire ça au Parti conservateur du Québec et également faire des campagnes de recrutement international pour les infirmières. Pour les infirmières, parce qu'on sait qu'en plus, il y en a beaucoup qui ont quitté le réseau parce qu'ils étaient écœurés dans les conditions de travail, parce que le gouvernement du Québec est un mauvais employeur. Ça n'a pas rapport avec le salaire. Souvent, c'est les conditions de travail qui sont exécrables. Le fait justement d'offrir de l'alternative, parce que ça aussi, c'est quelque chose que le Parti conservateur va proposer, c'est d'avoir différents employeurs pour essayer de trouver peut-être un milieu de vie qui convient mieux aux besoins de certaines infirmières ou même de certains médecins. Là. Tout à fait. Et ça, c'est le concept de la concurrence. Nous, au Parti conservateur, on croit qu'un monopole, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne à peu près pas dans le privé. On ne voudrait pas qu'il y ait, par exemple, une seule bannière de station-service. Tout le monde s'entend là-dessus. Donc, pourquoi ça prendrait un système monopolistique en santé? Nous, ce qu'on propose, c'est d'ajouter la concurrence du privé. OK? Et de quelle façon on veut faire ça? Bien, on veut qu'un réseau privé
émerge. Pour faire en sorte qu'un réseau privé émerge, il faut libéraliser le système, il faut donner cette possibilité-là. Ça n'arrive pas par enchantement. Et de ce fait, on veut quelques points ici, relever l'interdiction de la pratique mixte. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, c'est plus difficile d'avoir un réseau privé efficace qui émerge en raison du fait que les médecins n'ont pas le droit de pratiquer et dans le privé et dans le public. C'est 100-0. C'est soit que tu es 100% privé ou que tu es 100% public, mais tu peux pas être moitié-moitié ou 70-30. Exact. Sauf quelques petites exceptions. Si c'est pas remboursé par la RAMQ, si les services ne sont pas remboursés par la RAMQ, il y a quelques petites exceptions, mais c'est très peu. Ce n'est pas suffisamment libéralisé. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il y a certains chirurgiens qui opèrent une journée par semaine dans le réseau public, mais sont menottés, ils ne peuvent pas aller dans le réseau privé. Et s'ils décident d'aller dans le réseau privé, il faut qu'ils se désaffilient de la RAMQ. Nous, on trouve que c'est inacceptable. Et, donc ça pourrait augmenter, en fait, les ressources parce qu'il y aurait plus de monde de disponible, on pourrait avoir plus d'heures où des gens recevraient des soins. On peut alléger les listes d'attente avec ça. Là. Absolument, absolument. Et ça aide à faire émerger un réseau privé qui va concurrencer le réseau public. Et par le fait même, lorsqu'il y a de la concurrence, on risque vraiment d'améliorer la qualité, la qualité de travail des gens, la qualité de vie au travail des gens, la qualité des conditions de travail, parce que l'employeur n'est pas un employeur monopolistique. Un autre point qu'on veut faire pour faire émerger un réseau privé, c'est permettre, et aussi pour respecter la liberté de choix des citoyens, de contracter une assurance contracter l'assurance qu'ils veulent. C'est-à-dire, en ce moment, il y a un seul assureur au Québec qui s'appelle la RAMQ. C'est le gouvernement, c'est public, il n'y a rien d'autre. Il est un mauvais assureur parce que imagine que ton auto brise, puis tu as besoin d'attendre 1 an et demi pour la faire réparer. Ce serait complètement inacceptable. Mais si on avait un seul assureur pour les automobiles, probablement que c'est ça qui arrive. Exactement. Donc, nous, on veut permettre aux gens de contracter une assurance privée, soit via leur employeur, soit par eux-mêmes, faire émerger ce réseau-là. Pour, un, respecter leur libre choix, 2, faire en sorte que l'assureur du gouvernement soit concurrencé par des assureurs privés. Et également, très important, cela pourrait nous permettre, selon des discussions que j'ai eues avec des économistes, c'est de faire d'attirer un capital intelligent et un capital financier étranger. Donc, des investissements. Des investissements. Parce que si on a juste un assureur monopolistique, les compagnies internationales, ils viendront pas. Et nous, on aimerait ça qu'il y ait des cliniques, des gens qui viennent d'ailleurs, qui investissent leur argent, qui investissent leur capital intelligent pour contribuer à faire émerger un réseau privé. Et les gens vont pouvoir avoir accès avec leur carte d'assurance maladie également, pas juste avec une assurance privée. C'est ça qui est important de mentionner aux gens. Là, moi, je vais prendre l'exemple de la Suède parce que j'y ai été et je l'ai vécu. Tu as 2 hôpitaux, un public, un privé, un chaque bord de la rue. Si dans l'hôpital public, après un délai raisonnable, tu n'as pas été capable d'avoir des soins, tu traverses la rue, tu vas dans le système privé, puis tu as tes soins, puis c'est le gouvernement qui paye. Donc, c'est ça l'idée de base du Parti conservateur du Québec, c'est d'instaurer de la concurrence. Ça ne va pas en violation de la loi canadienne sur la santé, c'est juste de permettre au privé de faire ce que le public n'est pas capable de faire dans des délais raisonnables et de s'assurer que notre assurance universelle publique paye pour les frais. C'est exactement ça. Donc, c'est une universalité du système de santé. On maintient l'universalité du système de santé comme dans les pays européens les plus performants et on fait en sorte que notre système va être moins à 2 vitesses qu'il est en ce moment, beaucoup moins. Parce qu'en ce moment, on a réellement un système à 2 vitesses. Capable de payer 10, 15 000, 20 000 $, vous allez avoir votre chirurgie rapidement. Vous n'êtes pas capable de le faire 1 an et demi, 2 ans d'attente. C'est ça. Nous, on va avoir moins de 2 vitesses. Il va y avoir une vitesse pour tout le monde. Et l'autre avantage, c'est évidemment qu'il va y avoir... on croit que la concurrence peut stimuler justement pour avoir une meilleure qualité de service aussi. Là. Absolument. Ça, c'est sûr et certain. Et au niveau de la concurrence, il y a un autre point qui est important à amener ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer le mode de financement des hôpitaux. À l'heure actuelle, c'est une catastrophe, la façon que les hôpitaux sont financés. Il n'y a aucune logique à travers ça. Il y a un budget qui est préétabli, plus un certain pourcentage l'année d'après, donc environ 2 à 3 %. Nous, ce qu'on veut faire... C'est une enveloppe fixe d'année en année, c'est récurrent. C'est toujours le même budget, un petit peu plus bonifié de quelques pourcents, mais peu importe combien vous soignez de monde, c'est toujours la même enveloppe. Exactement. Ce qui ne fait aucun sens. Peu importe combien vous soignez de monde. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut que l'argent suive le patient. Un mode de financement par épisode de soins, comme la
presque totalité des pays de l'OCDE. Nous, on fonctionne de façon différente et on est pas mal unique sur la planète à fonctionner de cette façon-là. On veut que plus vous voyez de patients et plus vous voyez de patients vulnérables et plus vous avez des codes d'efficience importantes et des codes d'efficacité et de la satisfaction des patients, meilleur va être votre financement. À ce moment-là, le patient n'est pas vu comme une source de dépenses, il est vu comme une source de revenus, il est désiré à l'intérieur de l'hôpital et les hôpitaux se concurrencent entre eux. Donc, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, tu as toujours intérêt à ce que s'il y a plus de patients, normalement, tu devrais recevoir plus d'argent pour soigner plus de monde. Tu devrais avoir un incitatif à soigner le monde, alors que présentement, moins tu en soignes, plus c'est payant. Tu as tout compris, Éric. C'est tout à fait le contraire de la logique. Je veux qu'on parle aussi de la loi sur la santé publique parce que, veut pas, avec les années qu'on vient de terminer, il y a été beaucoup, beaucoup question de ça partout au Québec. On a eu on a été gérés par décret, puis on a eu des contrats sans appel d'offres pour des milliards, puis il y a eu la démocratie qui a été mise sur pause pendant plus de 2 ans. On veut modifier cette loi-là pour que plus jamais on revive ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi au Québec. Absolument. Nous, je pense que c'est pas une surprise pour personne. Au Parti conservateur du Québec, on est très attaché aux droits et libertés individuelles et on est très attaché également à la démocratie. Ça fait partie de notre ADN, ça nous réunit en quelque sorte. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de modifier cette loi-là. On veut faire en sorte que si à chaque 30 jours, c'est-à-dire si l'état d'urgence sanitaire se doit d'être, si le gouvernement veut réinstaurer l'état d'urgence sanitaire, il faut qu'il y ait un minimum de 80% des députés au sein de l'Assemblée nationale qui votent en faveur. On veut également mettre plus de garde-fous, c'est-à-dire faire en sorte que le directeur national de la santé publique soit complètement indépendant, qu'on ait une santé publique complètement indépendante et savoir que la population a le droit de savoir qu'est-ce que les vrais scientifiques, les vrais experts nous recommandent et on ne veut pas que les scientifiques soient contaminés par le politique parce qu'on le sait, la politique, il y a de la partisanerie. Les scientifiques, ils ne sont pas partisans, ils ne se doivent pas de l'être. C'est ça. Juste pour dire là, aux gens, là, par exemple, la cellule de crise qui a entouré François Legault pendant la crise sanitaire, mais sa cellule de crise, c'était à 15/17. C'était des chefs de cabinet, des anciens chefs de cabinet, des staffs politiques, des députés, des ministres. Donc, des gens pour qui leur intérêt premier, c'était la réélection de François Legault. Puis il y avait un seul scientifique, c'était le docteur Arruda pendant plusieurs mois. Donc, c'est ce genre de situation-là qu'on veut éviter à tout prix. On veut vraiment qu'il y ait une séparation entre les deux. Puis quand ça vient des scientifiques, on sait que c'est scientifique. Il n'y a pas eu de tripotage politique pour aider la réélection de qui que ce soit. Absolument. Et pour ça, ça serait, selon nous, important que le directeur national de la santé publique ne soit pas sous-ministre, qu'il soit nommé et après qu'il ait une indépendance totale du ministre de la Santé, du ministère de la Santé et du premier ministre. L'autre chose, on veut qu'à chaque 30 jours, donc à chaque fois que l'état d'urgence sanitaire est renouvelé, que l'ensemble des recommandations du directeur national de la santé publique soient rendues publiques. Ça, on veut. Parce que là, présentement, on ne les a jamais eues. Il y a plein de recommandations qui ont été faites qu'on ne le sait pas. Puis il y a plein de choses qu'on nous dit que c'était des recommandations, puis c'était pas vrai. On l'a appris sur les salles à manger, là, dans les restos, là, que M. Legault avait dit que c'était une recommandation de la santé publique s'il les avait fermés. Puis Arruda est allé en commission parlementaire quelques mois plus tard pour nous dire que c'était faux. Donc, là, nous autres, ça serait transparent. Il y aurait une séparation. Donc, le directeur de la santé publique ferait ses recommandations, les rendrait publiques à tous les mois et on saurait exactement ce qui a été recommandé au gouvernement. Puis on saurait quelle était la décision politique par rapport aux recommandations scientifiques. Absolument, tout à fait. Et pour nous, c'est central. Et la dernière chose que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est l'histoire des contrats sans appel d'offres. À chaque 30 jours, tous les contrats sans appel d'offres, parce que c'est quand même l'argent du contribuable, l'argent du citoyen, tout l'ensemble de ces contrats-là, ça devrait d'être rendu public afin que lorsque les citoyens vont aller à l'urne, ils savent exactement l'ensemble des décisions que leur gouvernement a prises et qu'est-ce que le gouvernement a fait avec leur argent. Il y a beaucoup de gens parce que là, évidemment, on a une proposition qui est assez globale en matière de santé. La place du privé, c'est sûr qu'on se fait beaucoup attaquer par nos adversaires parce que eux, ça fait 40 ans qu'ils tournent en rond avec le monopole public qui est de plus en plus inefficace, mais ils sont incapables d'en sortir. Le François Legault essaie d'utiliser le mot privé quand même pour venir essayer de plaire à nos clientèles, mais on se comprend que ce que la CAQ propose, ça n'a rien à voir avec le privé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose nous, là. Eux, c'est en parallèle, c'est ce qui est non médicalement requis, puis c'est en marge
du système un peu. Là. Exactement. Ils ne veulent pas, de ce que l'on a vu, du moins à venir jusqu'à date, parce qu'ils reprennent quand même certaines de nos propositions. Là. Ils ont l'air peut-être... Ils aiment ça copier. Oui, c'est ça. Donc, la copycat, on l'appelle. c'est ça. Donc, mais à l'heure actuelle, ils ne proposent pas vraiment un modèle mixte, privé, public, comme on voit dans les pays européens les plus performants. Qui sont quoi, donc? La Suède, la Norvège, l'Allemagne, Norvège, Danemark, Allemagne. Il y a la Suisse qui a un système de santé extrêmement performant. Juste là, le modèle suisse, il n'y a pas d'assureur étatique. C'est seulement des assureurs, ou à peu près pas, et c'est seulement des assureurs privés qui se compétitionnent. Et en fonction du revenu, pour qu'il y ait une justice sociale, plus tu as un revenu qui est élevé, moins l'État va donner de l'argent à la compagnie d'assurance pour... Tu comprends? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme moi, mon assurance me coûterait beaucoup plus cher que quelqu'un qui est au salaire. Vous êtes très riche, on sait tout ça. Que quelqu'un qui travaille au salaire minimum. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum, il est assuré, par exemple, par un assureur privé, mais il ne paye à peu près à très, très faible coût. Ça, c'est le modèle suisse et il fonctionne. C'est un des meilleurs modèles sur la planète. Donc, c'est beaucoup les modèles européens qui nous ont inspirés et on a fait un peu la synthèse de tout ça. Puis c'est l'offre qu'on propose aujourd'hui. Puis on a regardé ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. On sait que ces modèles-là sont beaucoup plus efficaces que le nôtre. Exactement. Les facteurs de performance, là, quand on parle des listes d'attente dans les urgences, les listes d'attente en chirurgie, en spécialité, l'accès à la première ligne, on est dans un autre monde complètement. Parce qu'avec le vieillissement de la population, on n'a pas le choix. Là. Sinon, on se dirige dans le mur à vitesse grand V. Là. Absolument. Et eux, Éric, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont juste été un peu plus brillants que nous, un peu plus visionnaires, disons. C'est qu'ils avaient anticipé leur vieillissement de la population en fonction de leur démographie, à partir des années 80, et ils ont décidé d'instaurer ces réformes-là graduellement à partir des années 80-90. Nous, ça nous a pris du temps, mais bon, en ce moment, heureusement pour la population, on est là. Puis il y a une alternative. Une efficacité accrue pour le système de santé. Karim El-Ayoumi. Il y aurait un petit dernier point, Éric, que j'aurais voulu parler parce que c'est quand même très important. C'est la décentralisation du système de santé. Évidemment. C'est juste un petit dernier point. Il y avait 300 médecins au début de la crise sanitaire, d'ailleurs, qui ont réclamé qu'il y a une décentralisation du système. Le gouvernement n'a même pas voulu leur répondre et les rencontrer. Pas du tout. Exactement, c'est vrai ce que tu dis. Et ces médecins-là, même, je pense qu'ils sont rendus plus de 700 en ce moment. Et ils ont fait un très bon travail. Nous, certaines de nos propositions dans la décentralisation est basée sur les travaux de ces médecins-là qui ont vraiment étudié la littérature en détail. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Et c'est quoi l'intérêt de la décentralisation? C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le patient parce que les décisions sont prises beaucoup plus près du patient. Et c'est également bon pour le personnel et ça peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'exode. Moi, les infirmières qui sont vraiment la pierre angulaire du système de santé, selon moi, et on les perd. Il n'y en a jamais eu autant qui sont inscrits au tableau de l'ordre, selon de mes collègues infirmières, mais ils s'en vont travailler chez Costco parce que leurs conditions de travail ne sont pas assez bonnes. Donc, en décentralisant, ça va faire en sorte que les décisions sont prises beaucoup plus localement. Les listes de garde sont faites plus locales. Il y aurait beaucoup moins de bureaucratie. Et par exemple, une infirmière qui voudrait changer son chiffre, pas faire de nuit parce qu'elle a des enfants, puis une qui est plus jeune, elle veut faire plus de nuit, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de souplesse dans les décisions. Et ça améliorerait, ça a été vraiment démontré, ça, qu'un système qui est décentralisé, les conditions de travail des employés, préposés aux bénéficiaires, infirmières, sont meilleures. Et pour nous, c'est très important. On veut ça. Une structure étatique qui prend toutes les grandes décisions. C'est pas ça qui est le plus flexible et qui répond le mieux aux besoins de l'individu. Là. Tout à fait. Karim El-Ayoumi, candidat dans la circonscription d'Argenteuil, merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. C'est moi qui te remercie, Éric.